bonsoir. On voulait commencer par, comme on dit, cette question d'actualité, puisqu'on va parler de cette gauche gouvernante qui peut décevoir, qui peut ne pas être au rendez-vous de sa promesse ou de son histoire ou de ses engagements vis-à-vis des électeurs. Mais en général, cette gauche, sauf dans un grand moment de crise, pourrait-on dire, comme la guerre d'Algérie, est au minimum au rendez-vous de la question des libertés, de la question de ces réformes de principe sur les libertés et les droits, même si elle peut décevoir sur le terrain économique et social. Or, que se passe-t-il actuellement, et qui nous stupéfie quelque part, avec y compris une surenchère au sein même des parlementaires socialistes, c'est cette loi sur le renseignement qui vient après une énième loi sur le terrorisme qui déjà avait criminalisé certaines opinions. Et cette loi sur le renseignement, je le résume pour que chacun le comprenne, c'est très bien expliqué sur Mediapart, il y a un dossier qui explique ça. C'est pas une question technique qui ne concernerait que les geeks et les connaisseurs d'Internet ou du numérique. C'est une loi qui, d'abord, étend les possibilités de surveillance pour les services de renseignement, hors contrôle judiciaire, mais surtout étend le champ de leur mission. Normalement, les services de renseignement, c'est face à des menées ennemies, dangereuses, qui menacent l'intégrité. Or là, il y a deux extensions. L'une, c'est la promotion de la politique étrangère de la France, de ses intérêts nationaux. Mediapart a été le seul journal et dans l'espace public à prendre position contre l'intervention en Libye. Même Jean-Luc Mélenchon l'avait approuvé à l'époque. Nous étions à contre-courant de cette politique étrangère. Nous pourrions être une cible. Et puis l'autre aspect, c'est l'extension à la surveillance en général des violences. Et vous qui connaissez l'histoire du mouvement social, même les droits de grève, etc., sont nés souvent de cette bataille qui parfois, on en parlera probablement avec Édouard Martin, les ouvriers parfois, ils n'ont pas d'autre façon de faire que de faire un rapport de force. Et donc cette extension des violences est une extension de toute dissidence, et qui peut concerner, y compris ce qui s'exprime dans le club de Mediapart. Et donc nous sommes sidérés par ce qui est pour nous un attentat aux libertés. Et comme nous y reviendrons, nous savons que c'est un fil conducteur de vos travaux, on aurait aimé d'abord commencer par votre réaction là-dessus. Ma réaction, elle est comme celle de beaucoup d'observateurs, d'être tout de même étonné et inquiété. Étonné par des formes d'impréparation qu'il y a eu dans cette question. Cette loi, hélas, comme beaucoup de lois aujourd'hui, a été très mal préparée, elle est très mal écrite, on voit qu'il y a des essais de réécriture, mais de façon un petit peu bâclée, et au fond, il n'y a aucune colonne vertébrale véritable derrière. Le seul principe qui semble l'avoir guidée, c'est le principe « allons-y en avant », en général. Il y a besoin de sécuritaire, faisons du sécuritaire. Et effectivement, cette loi mêle des choses qui ne devraient pas être mêlées. On ne peut pas confondre la question du terrorisme avec la question, je dirais, de l'action sociale. On ne peut pas confondre la question du terrorisme avec l'ensemble des problèmes qui sont internes, en quelque sorte, au débat, aux différends à l'intérieur de la société. Donc il y a une dimension de confusion très grande dans cette loi. Mais derrière cette confusion, c'est la preuve de deux choses. C'est d'abord la preuve d'un manque de colonne vertébrale. C'est-à-dire que des mesures d'exception, il y a besoin d'exception dans des situations exceptionnelles. Mais depuis que les Romains avaient inventé la dictature, et je rappelle qu'au temps de la Rome républicaine, la dictature, c'était une institution profondément démocratique qui essayait de constitutionnaliser l'exceptionnel. Et provisoire. Et provisoire. Mais que voulait dire la dictature ? Il y avait des principes fondamentaux. Premièrement, ceux qui déclaraient l'état d'urgence n'étaient pas ceux qui avaient à le gérer. Deuxièmement, ceux qui géraient cet état d'urgence, qui avait le nom de dictateur, n'avaient pas le droit de prendre des règles générales. Ils n'avaient pas le droit de faire des lois. Ils ne faisaient que de la gestion de l'événement et des questions ponctuelles. Et deuxièmement, ils étaient à temps extrêmement limité. Et troisièmement, très important, il y avait des personnes chargées de les surveiller et de contrôler. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que dans la démocratie, il y a une sorte de déséquilibre
entre la capacité d'intervention des pouvoirs en général et la faiblesse des contre-pouvoirs. Si on parle simplement des problèmes de la transparence, puisque au fond, que veut ce projet? C'est rendre la société transparente au pouvoir, par l'écoute généralisée, ce qu'on appelle le data mining. Si on connaît absolument tout sur tout le monde, on finira bien par savoir quelques petites choses sur quelques-uns. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée qui techniquement, d'ailleurs, est très discutée. Et qui était très discutée parce que c'était une politique des Américains qui est loin d'avoir porté les fruits qu'on attendait. Mais aujourd'hui, on voit bien que la transparence fonctionne à sens unique. La transparence commerciale, oui. Chacun de nos gestes, de nos clics sur Internet est surveillé par Google et quelques autres pour nous vendre de la publicité spécialisée. L'État se donne maintenant, ou voudrait se donner, les moyens de tout savoir sur chacun, mais les citoyens, eux, ne savent pas assez de choses sur l'État et son fonctionnement. Et je pense qu'un des grands objectifs de l'action démocratique aujourd'hui, c'est de renverser en quelque sorte la vapeur du point de vue de la transparence, de la lisibilité et de la visibilité du monde. Et c'est les citoyens qui doivent avoir en face d'eux des politiques plus lisibles, plus compréhensibles, un État lui-même plus transparent. Donc il faut rétablir en quelque sorte ce déséquilibre de la transparence. Aujourd'hui, c'est les puissances commerciales et, si je puis dire, un certain nombre de projets sécuritaires qui ont le vent en poupe du point de vue, c'est eux qui sont les maîtres de la transparence. C'est les citoyens qui devraient être les maîtres de la transparence. Il y a ce point-là. Et puis le deuxième point, c'est que ça nous montre à quel point aussi il faut repenser les institutions de la démocratie. La démocratie ne peut pas simplement être le fait que l'on donne un permis de gouverner à un certain nombre de personnes. La démocratie, c'est aussi voir comment la décision quotidienne, voir comment l'action gouvernante est démocratique. Nous avons ce que j'appellerais une démocratie d'autorisation, et le vote, c'est le moment de la démocratie d'autorisation, donner un permis de gouverner à un certain nombre de personnes, mais nous n'avons pas encore assez construit les institutions de ce que j'appellerais une démocratie d'exercice. Et le dernier point, c'est que, je le mentionnais rapidement, en parlant d'un mouvement qui se définit comme « allons en avant », c'est le fait de ne plus avoir d'objectif qui fait que, d'un certain point de vue, la vieille définition de Bernstein, le mouvement est tout, le but n'est rien, triomphe, mais elle triomphe de façon paradoxalement inquiétante, si je puis dire. Alors que du temps de Bernstein, elle définissait, au contraire, une volonté réformatrice, simple et positive. Figure de la social-démocratie allemande. De la social-démocratie allemande, exactement. Parce que, juste pour terminer sur ce sujet, l'un de vos livres que j'ai là, La démocratie inachevée, est un livre sur justement cette idée que la démocratie, c'est pas simplement élire des représentants, et c'est un thème qui traverse toute votre œuvre, c'est une démocratie délibérative, c'est une relation avec la société, c'est pas simplement des professionnels qui gouvernent à sa place. Ce qui est stupéfiant aussi dans la mise en scène qui ne peut que désespérer les citoyens de ce qui se passe avec cette loi, c'est, comme vous le savez, l'ensemble des connaisseurs des questions de liberté, l'ensemble des associations, l'ensemble des ONG, jusqu'à la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui rend son rapport demain, l'ensemble dit que cette loi est dangereuse. L'ensemble des acteurs de la société concernée, jusqu'aux opérateurs même du numérique, disent que cette loi est dangereuse. Et nous avons en face de nous un Premier ministre qui dit « Comment est-ce possible que vous nous accusiez ?» qui renvoie à tout le monde, ce que dit la société n'existe pas, ou même pire, c'est pour lui une insulte, il ne peut pas écouter la société. Mais si on veut bien considérer que la démocratie a une fonction d'organisation du débat public, la démocratie délibérative, il faut bien constater aujourd'hui que le Parlement n'est pas un organe délibératif. Pourquoi ? Parce que le Parlement a cessé d'être un organe représentant la société auprès des pouvoirs. Dans les faits, le Parlement est devenu un auxiliaire du pouvoir exécutif. Le pouvoir, aux origines de la démocratie, c'était le pouvoir législatif. Maintenant, le pouvoir central, c'est le pouvoir exécutif, et le Parlement fonctionne comme un auxiliaire. Et donc, il est là pour soutenir ou critiquer, mais il n'est pas là véritablement pour délibérer, ou de façon relativement marginale. Et la solution n'est pas de rêver d'un Parlement idéal. La solution, je pense, est de considérer que c'est d'autres lieux
qui doivent être ceux de la délibération publique. Car les parlements, maintenant, sont organisés pour, en quelque sorte, continuer le droit de gouverner, continuer à valider le droit de gouverner qui est donné à un gouvernement. Même quand il y a des députés frondeurs? Il a des députés frondeurs, mais ces députés frondeurs, ils sont frondeurs sur les bords. C'est-à-dire que quand c'est véritablement décisif, ils ne franchissent pas vraiment le pas. Ou alors franchir le pas, ça veut dire qu'ils passent dans l'opposition, de fait. Donc on voit bien que l'idée d'un Parlement délibératif, même avec la présence d'un certain nombre de frondeurs, ne fonctionne pas. Et à mon sens, il ne peut pas fonctionner, puisque maintenant, ça n'est plus son rôle. Ça veut bien dire que la délibération doit avoir lieu ailleurs. Et effectivement, elle a lieu un peu tard, parce qu'on la voit maintenant arriver, dans les journaux, des associations, des magistrats, des spécialistes du net prennent la parole, mais cette discussion est en train de se mener de façon bâclée au Parlement en quelques jours actuellement, et ça, effectivement, c'est dommageable et, disons-le franchement, déplorable. Bien, de toute façon, avant de reprendre le fil de notre conversation, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent le 4 mai, puisque cette loi doit être définitivement votée le 5 mai. Eh bien, le 4 mai, nous serons là, ici, sur Mediapart, et nous vous donnons rendez-vous. Les détails suivront, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui est en train de se passer.